Bien, alors je voudrais diviser mon intervention pour aller au plus rapide en deux parties. D'une part, une approche des sites mémoriels, à la fois mémoriaux et musées, sur lesquels j'ai travaillé et sur lesquels je continue de travailler, parce que c'est quand même aussi un chantier qui est ouvert. Et ensuite, essayer de resituer ces musées et ces mémoriaux à l'intérieur de l'espace dans lequel ils se trouvent. Et il me semble que c'est aussi une approche importante. Alors quant au titre, bon, le titre était un peu... j'aurais pu revenir sur le titre et le modérer. Il s'agit de poser un certain nombre de questions théoriques pour l'approche des sites mémoriels en prenant l'appellation, on peut dire, une appellation générique. Alors l'espace mémoriel et muséographique, je dirais dans un premier temps qu'il est le produit d'un processus qui n'est pas définitivement accompli, qui est sujet à variation, à réajustement, et qui n'est pas toujours accompli, qui n'est toujours pas accompli temporairement pour les sites en place. Ce qui fait écho à la réflexion de James Young, notamment quand il y a eu le débat autour de l'Holocauste Mahnmal de Berlin, qui considérait qu'en fait le véritable monument, le véritable travail qu'il pouvait y avoir autour de la mémoire se faisait dans les débats et non pas dans la réalisation, au moment de la réalisation du projet. Donc je pense qu'il en est toujours ainsi, c'est-à-dire même quand le site est construit, le site se réajuste, le site se modifie, et donc il est toujours aussi in progress, et notamment lui en tant que tel, mais aussi dans son rapport avec les autres cultures, qui ne sont pas forcément des cultures mémorielles, mais qui sont aussi des cultures de guerre. Et je fais référence notamment aux travaux les travaux de Moss, mais aussi les travaux évidemment qui s'inscrivent à la suite d'Annette Becker, qui est intervenue hier, et de Stéphane Audouin-Rousseau, en considérant qu'il y a plusieurs types de cultures qui reconfigurent le passé sous des formes mémorielles qui peuvent être extrêmement différentes et dont on voit la différence dans les scénographies mémorialo-muséographiques, on pourrait dire. Je reviendrai sur cette collusion tout à l'heure. Donc on est dans une vision qui n'est pas une vision absorbée par le présent, pour renvoyer une critique par rapport à la question du présentisme, mais qui est au contraire toujours en évolution, à l'intérieur d'elle-même et aussi à l'extérieur, dans le tissu urbain et le tissu mémoriel dans lequel se trouve le lieu, le site en question. Alors, pour lire, pour approcher les représentations, je propose de parler d'économie représentationnelle des différents sites mémoriels, et pour cela, d'approcher très rapidement, en fonction de la limite même de l'intervention, les questions de l'émotion et de la documentation, qui forment un couple en tension l'un avec l'autre, de la parole et de l'image. On pourrait parler aussi des objets, mais évidemment ça demanderait encore plus de temps. Le rapport entre témoignage et information historiographique, qui ne recoupe pas tout à fait émotion et documentation. Et puis une autre approche, je prends que quelques dimensions justement de cette économie représentationnelle, le rapport entre local et global, qui me semble aussi très important et caractéristique d'un certain nombre de musées. Alors, économie entre émotion et information, ça fait écho évidemment au vieux couple rhétorique entre Mauveret et de Quéré, qui d'une certaine manière se retrouve dans les scénographies muséales. Ceci dit, sans pour autant mettre l'accent sur, d'un côté, une scénographie qui renverrait à ce qu'on aurait pu appeler, en termes rhétoriques, le sublime, c'est-à-dire que vers un pathos à l'excès, et une autre qui serait plutôt du côté d'une raison explicative, d'une documentation
du référent auquel enfin de l'histoire auquel renvoie le site, mais plutôt là aussi une tension, un équilibre, des équilibres différents en fonction des sites et qui font leur singularité. Donc équilibre entre d'un côté ce qui va être du registre de l'émotion et de l'autre de la documentation, d'une raison explicative, on peut dire. Alors, quelques exemples au niveau des sites. Par exemple, l'éclairage. On voit selon les musées, des musées très contemporains, combien la scénographie est conditionnée notamment pour certaines l'éclairage, d'autres pour l'obscurité. Alors, évidemment, l'obscurité va, en ce qui concerne on peut dire la place du visiteur, spectateur, le mettre en situation d'immersion. Ce que ne va pas faire du tout une muséographie qui va laisser l'accès libre et extrêmement éclairé, d'ailleurs éclairé au sens physique du terme, mais aussi au sens intellectuel du terme, aux visiteurs. Alors vous avez ici l'historial de Péronne, qui est, dans lequel Annette Becker a eu une grande importance et elle fait partie toujours de la direction. Donc on voit bien que ces salles sont extrêmement éclairées. Vous n'avez pas de parcours véritablement fléché. Je continue ici. Bon, je vais passer assez vite parce que j'ai beaucoup de diapos, mais l'ensemble est assez évident. Mais vous avez aussi, pour un tout autre référent historique, la caserne d'Ossins. Donc la caserne d'Ossins, c'était l'équivalent de Drancy pour la Belgique. Vous avez en face de la caserne proprement dite d'Ossins, qui était le lieu où étaient enfermés les Juifs avant d'être déportés à Auschwitz. Vous avez maintenant un grand musée extrêmement moderne qui a été construit, et sur ce même mode, avec des salles extrêmement éclairées, une grande hauteur de plafond. Vous avez aussi, pour montrer qu'on retrouve ces esthétiques, pour prendre un terme un petit peu plus synthétique, donc ces esthétiques, on va les retrouver aussi au Moumé à l'Arconquera, qui est le musée de l'Exode qu'il y a eu à la fin de la guerre d'Espagne, par où sont passées les vagues de réfugiés espagnols vers la France. Donc on voit là aussi éclairage, salle très vaste, et la salle du pavillon de la Belgique à Auschwitz, qui est aussi une salle extrêmement éclairée, avec des vitres qui donnent sur l'extérieur, et un parcours qui laisse plutôt une multitude de parcours que peuvent emprunter les visiteurs. A l'inverse, on voit ici le musée d'Ypres, qui est un musée extrêmement récent, qui fait partie des Flanders Fields. Ypres est juste au-dessus de Lille, 40 km de Lille. Et là, c'est un musée qui est dédié à la guerre de 14-18. Notamment, vous savez, Ypres était le premier lieu où les soldats, principalement anglais et belges, ont subi les gaz, les bombardements au gaz des troupes allemandes. La ville a été entièrement détruite, et il y a un grand musée qui a été rénové, et on voit bien ici, à l'inverse de la caserne d'Ossins et à l'inverse de l'historial de Péronne, l'historial de Péronne, c'est consacré à la guerre de 14-18 aussi, qu'on a un espace qui est sombre, avec alors ça c'est un écran vidéo. Là, on voit bien au niveau du parcours, vous voyez que les gens sont beaucoup plus resserrés que dans les visions précédentes que je vous avais données, ici aussi. Donc, on voit déjà la scénographie est conditionnée par l'éclairage, par le confinement des parcours. Ici, alors à l'inverse, le musée de Lochem Getawot, qui est un musée qui a été ouvert dès la fondation du kibbutz, donc à l'origine d'Israël, par des résistants survivants de la révolte du ghetto de Varsovie. Et donc on voit qu'ici c'est un musée qui est spacieux, des salles qui sont spacieuses. On voit comment certaines salles sont dédiées à l'explication, avec des plans, ici aussi. Alors qu'en face, en 1995, a été construit un mémorial,
tout près donc, du musée. Et ce mémorial, lui, invite le spectateur, enfin le visiteur-spectateur à descendre jusque dans tout un parcours qui reprend l'internement dans le ghetto, les persécutions. Vous avez une bande son aussi qui passe avec des cris en allemand, des bruits d'armes à feu. On voit là aussi l'éclairage est plutôt sombre. Le visiteur descend donc cet espace circulaire qui peut faire référence au cercle de l'enfer. Pour arriver au bout du trajet, qui évidemment est le moment où du ghetto, les Juifs étaient déportés dans les centres de mise à mort. Donc on voit bien la différence entre un parcours alors effectivement du côté, ici on a un mémorial, et une muséographie beaucoup plus ouverte, mais il y a des musées qui eux-mêmes reprennent ce type de scénographie immersive. Donc c'est la division entre mémorial et musée ne permet pas de délimiter de retrouver ces esthétiques et de partager ces esthétiques. On voit aussi ici, c'est encore un tout autre type de musée, le mémorial, de mémorial plutôt, de Vassy-en-Vercors, avec un parcours lui aussi qui est extrêmement fléché et des salles qui sont sombres. Pour terminer, alors ça fait écho, c'est des musées des années 90, ça fait écho à l'image que je vous ai montrée de Yad Layeled, du mémorial des enfants, avec une salle, donc la dernière salle. On s'installe sur ceux qui veulent s'y installer s'installent sur ces tabourets et une espèce de statue monte de décombres en ferraille, recouvert d'un linceul, un peu comme une vierge, qui vient symboliser une jeune adolescente qui a été blessée mortellement par les Allemands, puisqu'il s'agit d'un village qui était au cœur d'un maquis et qui a été investi par les parachutistes allemands en 1944. Le village a été rasé, il y a eu énormément de morts, et notamment cette petite fille dont on entend une lettre qu'elle a écrite agonisante au moment où elle était évacuée par les résistants. Donc on voit ici qu'on est véritablement dans le pathos, il n'y a pas d'explication donnée, bien que les différentes salles avant donnent un certain nombre d'explications sur le maquis, mais cette économie représentationnelle incline, est fortement imprégnée par l'émotion et la volonté de mettre le spectateur en immersion, et beaucoup plus que de lui faire comprendre les différents processus historiques qui ont conduit à ces événements. Alors bon, on pourrait aussi citer le musée de l'Holocauste à Washington, puisqu'on monte par un ascenseur et on ne peut pas revenir en arrière. Donc là aussi, c'est des parcours qui, bien que ce musée respecte un équilibre très important entre documentation et émotion, et la part du témoignage aussi qui est représentée dans ce musée est à la fois du côté, on peut dire, de la subjectivité, de l'expérience personnelle des témoins, mais aussi de l'explication. Il n'empêche que sur le plan du parcours même, le musée de Washington, la collection permanente du musée de Washington, vous engage à la suivre jusqu'à la fin pour sortir au bout. On ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas non plus tellement disposer, on peut dire, de sa propre liberté de mouvement. Donc ça, c'est dans cette économie représentationnelle, je pense qu'il y a deux pôles avec des tensions différentes en fonction des lieux et indépendamment de l'histoire dont il s'agit. Alors, évidemment, ça nous conduit, lié à cette question de l'émotion et du pathos d'un côté, de l'autre côté, on peut dire, au parti pris historiographique, d'explication, à penser aussi en termes de modèles.
on voit bien que là où il y a l'émotion, généralement sont convoquées des figures extrêmement chargées comme des figures de victimes, comme ici, en revenant la photo n'est pas très très nette, hein, en revenant au mémorial du kibbutz de Lochem et Getaot, une petite chaussure d'enfant. Donc évidemment, la petite chaussure d'enfant va métonymiquement renvoyer non pas simplement à l'enfant, mais aux enfants qui ont été assassinés et à leur disparition. Hein. Donc c'est évidemment quelque chose qui est très chargé, mais qui est aussi très chargé parce qu'on est dans une culture qui, le mémorial a été édifié dans les années 90, qui accorde énormément de place aux enfants martyrs. Hein. Et donc, c'est aussi, il faut bien penser que ce type de dispositif joue sur une espèce de miroitement référentiel qui fait que c'est évidemment par métonymie, synecdoque de métonymie, la partie renvoyant au tout, qu'on pense à ces enfants martyrs, mais la culture vient quand même comme interface, comme médiation, puisqu'on est dans une culture où la place de la violence faite aux enfants, ou la place le fait qu'effectivement les génocides sont aussi des génocides qui touchent les enfants, cette culture-là vient aussi faire médiation pour amplifier notre effet. Donc le rapport référentiel, d'une certaine manière, passe par toute une culture de la vulnérabilité de la victime, pour prendre un exemple parmi tant d'autres. Mais en même temps, c'est une tendance. C'est une tendance, de même que les économies représentationnelles dans les mémoriaux ou les musées qui mettent en situation d'immersion le visiteur, représentent une tendance parmi d'autres, et c'est dans cette interaction avec ces autres cultures et avec ces autres tendances qu'il faut les saisir. Vous avez évidemment, pour revenir à l'historial de Péronne, l'historial de Péronne ne mise absolument pas sur le pathos, on peut dire n'assène pas aux visiteurs des explications historiques à n'en plus finir, donc c'est pas non plus, on peut dire, une caricature d'explications historiographiques, bien que le musée ait été élaboré par des historiens, mais en revanche propose une vision de la guerre de 14-18, et de la culture de guerre qui, bien sûr, s'inspire de la thèse, j'avais parlé de Moss et de Stefano Doin-Rousseau et Annette Becker, et qui donc présente une certaine vision du passé. Une vision du passé qui va mettre à distance l'émotion, et qui va véritablement montrer les différents... la vie quotidienne des soldats de la guerre de 14-18, les armes qui étaient employées, et tout cela en les mettant à plat. C'est-à-dire qu'en ne mettant pas non plus le spectateur le spectateur en situation d'infériorité, on peut dire, par rapport à des représentations héroïsantes. Ce qui peut arriver aussi dans certains types d'économies. Notamment, alors hier j'avais fait une allusion un peu décalée par rapport aux exposés de la fin de la matinée, par rapport, vous avez aussi Le Monde est Salut, alors je ne me risquerai pas à prononcer en russe, j'en suis absolument incapable, mais bon, vous voyez de quel lieu il s'agit. Donc cet immense lieu extrêmement récent, qui lui est une relecture de la Grande Guerre patriotique, et qui là au contraire, on peut dire, s'inscrit tout à fait dans la culture de guerre, mais avec des dominantes héroïsantes, et une réécriture de l'histoire héroïsante qui n'est pas du tout le cas de l'historial de Péronne. C'est-à-dire qu'on a des variantes dans le rapport à la culture de guerre qui sont radicalement différentes, on peut dire, mais qui s'inscrivent aussi dans un système de reconfiguration du passé dans lequel figure aussi une culture proprement mémorielle et qui va elle-même avoir tendance dont une des tendances lourdes, on peut dire actuelles, au niveau scénographique, est l'immersion dans le pathos du visiteur. Alors je vais passer assez rapidement parce qu'en fait, évidemment, le temps passe, mais vous avez alors mémorial et muséographie.
En fait, je pense que ces divisions sont des divisions qui, je ne sais pas si, bon, elles ont certainement eu cours à un moment, en tout cas dans les discours. Hein, les discours sont aussi là pour établir des distinctions et mettre de l'ordre dans le réel. Mais en tout cas, actuellement, il y a une espèce de chevauchement, de superposition des questions qui seraient dédiées aux mémoriaux et celles qui seraient dédiées aux musées. Une des preuves flagrantes est le musée de l'Holocauste Mahnmal à Berlin, où vous avez à l'extérieur un champ de stèles, hein, donc avec 2711 stèles. Bon, il y a toute une histoire sur la réduction des stèles et leurs spécificités qui ne sont aucune de la même hauteur, elles sont inclinées. Bon. Et donc on a un espace qui est ouvert du côté mémorial, on peut dire, qui prend le sens d'un mémorial, d'un monument, mais pas d'un monument au sens le monument de Rapoport du ghetto de Varsovie qui surplombe, où les combattants surplombent et écrasent le spectateur, mais au contraire des stèles, évidemment qui renverraient au symbole de la stèle mortuaire, aucune hauteur, et qui ne permettent pas au spectateur d'avoir d'aucun point du lieu d'avoir une vision surplombante. Donc les stèles ne dominent pas le visiteur-spectateur, mais le visiteur-spectateur ne peut pas non plus dominer. Hein. Donc il est dans un espace instable. Donc on a déjà ici ces monuments et mémorials, et puis vous avez, hein, bon, un certain nombre d'entre vous connaissent le lieu, en dessous, un lieu d'information, hein, c'est comme ça qu'il s'appelle, avec au plafond du lieu d'information, on retrouve les stèles. Donc on voit bien comment il y a une correspondance entre l'espace muséographique et le monument mémorial. Hein, les trois dimensions, monument, mémorial et musée, on peut dire, s'interpénètrent. Et vous avez 4 salles. La salle des dimensions, la salle des familles, la salle des noms et la salle des lieux, qui retrace avec une économie assez subtile entre justement information, témoignage et aussi la présentation d'un certain nombre d'objets de familles qui sont chargés d'émotions, hein, qui présentent évidemment l'histoire du génocide des Juifs en Allemagne. À partir de... Mais pas simplement, hein, il y a à la fin, vous avez la salle des lieux, justement, qui... notamment va présenter 200 lieux d'extermination nazie. Alors, autre type d'économie, et puis on glisse, hein, à partir du monument de Berlin, le musée de l'Holocauste à Los Angeles, où là on voit, qui est d'une certaine manière une reprise synthétique de la scénographie du musée de Washington, mais avec une dominante pour des témoignages. Alors énormément de moniteurs, bon les moniteurs on les retrouve dans beaucoup d'endroits, hein, évidemment, mais des moniteurs et la possibilité de visionner et la projection en boucle de témoignages. Hein. Donc ici, là vous avez aussi au-dessus de la maquette d'un camp, le témoignage, c'est le camp de Treblinka, c'est le témoignage de Blatt. Donc un des rares escapés, encore vivant. Ici, vous avez régulièrement en boucle des témoignages qui viennent. Et à la fin, à la dernière salle, alors au lieu d'avoir, on retrouve un petit peu le même type de siège, à la fin du parcours, qui lui est un parcours dans lequel on peut effectivement varier, déambuler, revenir en arrière, hein, qui n'était pas un parcours, on peut dire, astreignant. Vous avez une salle avec de nombreux moniteurs, et sur chacun de ces moniteurs, des témoignages. Alors pourquoi ? Il y a aussi, il y a un lien évident, de point de vue scénographique, avec le musée de l'Holocauste de Washington, mais aussi à Los Angeles, vous avez le siège des archives de la Fondation Spielberg, et qui évidemment alimente amplement cette question du témoignage et a déterminé une partie de la scénographie. Alors, un autre point en ce qui concerne l'économie interne des musées, le local et le global. Bon,
on sait qu'on peut difficilement avoir une intelligence, une compréhension du global, de notre globalisation, sans le mettre sans cesse en tension avec le local. Le global ne veut pas dire grand-chose si on ne réajuste pas, en fonction des différents champs sur lesquels on travaille ou qu'on essaie d'approcher, les questions du local. Alors on peut voir par exemple comment, au musée de Washington, l'entrée du musée de Washington va passer par... On est du point de vue américain. Donc l'entrée du musée de Washington, c'est la découverte par les troupes américaines des camps. Mais des camps de concentration, pas des centres de mise à mort, qui étaient tous en Pologne. Donc on voit bien comment le projet du musée de l'Holocauste de Washington, qui est dédié à l'Holocauste, au génocide des Juifs, et qui, on peut dire d'un point de vue historiographique, se consacre à la vie juive avant le nazisme, à la montée du nazisme et aux persécutions, aux ghettos et à l'extermination, fait entrer le spectateur, dès qu'on est dans l'ascenseur, le fait entrer par le point de vue américain, puisque les principaux visiteurs sont américains, le point de vue américain, donc un point de vue très, on peut dire, local, même si le local au niveau des États-Unis est immense, mais qui, d'une certaine manière, est presque en désaccord avec l'approche même de la Shoah, puisque on entre par des camps de concentration qui n'étaient pas des camps de concentration dans lesquels, évidemment, on assassinait les Juifs, notamment, bon, il y a Ohrdruf, où Eisenhower avait fait une visite avec des journalistes, Buchenwald. Donc on voit bien ici comment il y a aussi une économie au niveau de chaque musée entre du local, entre un point de vue qui va aussi être en écho avec les visiteurs, le type de visiteur, et le propos, le propos réel. On retrouve quelque chose du même ordre avec, et là je change radicalement de lieu et de référence, avec le nouveau musée de Dixmude, donc au-dessus de Ypres, qui est construit dans une tour, où précisément ce musée, enfin la tour de l'Isère dans laquelle le musée est construit, a été un enjeu ultranationaliste flamand pendant extrêmement longtemps, et ce musée a été construit justement pour donner une approche qui est... alors on descend, c'est un peu comme un phare, et donc on descend d'étage en étage. On a effectivement dans la lecture des faits un parti pris plutôt universaliste qui à un moment va parler de l'exode des Belges pendant la guerre de 14-18 et va faire le lien avec l'immigration et les clandestins actuels. Donc une espèce de grand écart qui, comme dirait Andreas Huyssen, métaphoriquement est pertinent, mais historiographiquement est nul à ce niveau-là. Et puis, en descendant, la dernière salle, on voit comment il y a un resserrement sur un propos extrêmement local, va faire une lecture de la mémoire de la tour de l'Isère en resituant justement les enjeux ultranationalistes avec une lecture critique. Alors cette lecture critique-là, on l'a aussi évidemment dans le musée de l'Holocauste de Washington, quand on arrive aux salles, et il y a plusieurs salles qui sont dédiées aux réponses américaines à la persécution des Juifs, à leur déportation, à l'extermination, avec une position critique par rapport aux non-réponses, réponse entre guillemets, donc aux non-réponses, à l'inertie du gouvernement américain, des gouvernements américains, face à cette histoire. Donc on est dans une économie où le local est présent comme une entrée qui permet une entrée de lecture, une entrée qui permet de rendre intelligible pour les visiteurs la question historique qui est traitée, mais aussi en introduisant une dimension tout à fait critique, et ceci en prenant différents types de musique. Alors pour terminer, j'avais parlé, je disais en deux temps, le deuxième temps va être plutôt abrégé, mais c'est aussi l'idée que les sites, il est difficile, on peut dire aujourd'hui, on peut actualiser le propos, je pense que ça a été tout le temps, mais il est difficile de véritablement les approcher sans comprendre le réseau urbain, mais aussi le réseau mémoriel dans lesquels ils sont inscrits. Vous avez
Parce que, en fait, c'est à partir aussi de ce réseau que les visiteurs y accèdent. Et sans les visiteurs, bon, on a beau, il y a un certain nombre d'intellectuels français qui méprisent ces mouvements touristiques, le fait que sur ces lieux, ces lieux soient fréquentés de façon massive par des quarts de touristes, etc. Mais d'abord, touriste est une réduction, hein, est une catégorie extrêmement réductive, mais aussi sans eux, le lieu n'existerait pas, hein, parce qu'il y a des questions de financement qui font que les lieux, le fait même qu'ils soient sacrés, on peut dire, ne leur permettrait pas de perdurer. Et alors, ceux qui viennent visiter, y compris nous, hein, vous, quand on visite un lieu, on est pris aussi dans le site plus général, le réseau urbain dans lequel s'inscrit ce lieu. Et ça détermine aussi, en partie, pas totalement, mais en partie, la perception. Il faut voir, par exemple, le monument de Rapoport à Varsovie. Au début, il avait été érigé tout seul sur un champ de ruines, hein, il n'y avait plus rien. Après, il était dans un quartier où il y avait des immeubles, et puis en 71, avec le moment où Willy Brandt est venu s'agenouiller, il y a eu un petit monument. Bon, donc il y avait une espèce de dialogue discret entre ces deux monuments. Mais maintenant, il y a le musée juif. Donc on a un ensemble. Hein, on a un ensemble qu'il est difficile le grand musée juif, donc qui va ouvrir, qui est ouvert, mais disons avec ces expositions qui vont ouvrir en octobre. On a un ensemble dont l'intelligibilité même pour le comprendre, on ne peut pas faire l'impasse sur les autres monuments ou les autres mémoriaux ou les autres sites avec lesquels il est en interaction. Et bon, on pourrait dire comment approcher Ground Zero sans considérer que ça se trouve aussi au milieu d'un quartier d'affaires, mais aussi non loin de l'endroit où on va pour visiter la Statue de la Liberté et Ellis Island. Et on pourrait reconstituer comme ça ces différents lieux pour s'apercevoir que il y a une interaction mémorielle, il y a différents plans. On peut dire de différents types de parcours, hein, et que ces types de parcours-là, on les emprunte, et qu'on n'arrive pas dans le lieu directement, comme si on était parachuté à l'intérieur de la salle de musée, hein, mais qu'on a aussi cette perception qui se construit à partir de l'environnement. Et qu'un site mémoriel, et on pourrait déplacer, on pourrait encore déplacer de manière plus vaste, et qu'un site mémoriel ne prend véritablement sa signification qu'en le comprenant à l'intérieur des différents autres bâtiments et parcours, hein, qui le rendent aussi possible et accessible. Alors, c'est aussi une façon de concevoir que le site mémoriel, non seulement à bousculer les frontières entre monuments, musées et mémorial, mais qu'aussi il s'étend sur l'espace. Il s'étend sur l'espace des villes. Il s'est d'abord étendu sur l'espace des villes, alors je passe très vite, avec des artistes qui sont intervenus dans les villes. Hein. Il s'étend sur l'espace des villes parce que vous avez aussi... c'est un artiste qui a projeté des photos de la vie juive, hein, à Berlin, Shimon Hatti. Mais certains espaces, les espaces de ville, sont aussi eux-mêmes les enjeux de reconstitution, hein, les reenactments, qui sont aussi des événements mémoriels très importants, parce que vous avez des reconstitutions de batailles au niveau même de quartiers de ville. Et on s'aperçoit comment la question du mémorial investit l'espace urbain, hein, de manière temporaire, hein, et que c'est aussi dans cette c'est aussi à partir de ce réinvestissement de l'espace urbain par le mémoriel qu'on arrive véritablement à pouvoir saisir les enjeux et les spécificités de ces différents lieux. Bon, voilà, je vous remercie.